Nelson Mandela. Un nom que tout le monde connaît, bien sûr, un visage qu'on reconnaît partout. Mais au-delà de l'icône de la paix, son histoire est celle d'une lutte acharnée, de choix terribles et d'une réconciliation qui semblait tout simplement impossible. Alors, comment cet homme a-t-il pu non seulement libérer une nation, mais aussi redéfinir le sens du mot « pardon » ? C'est ce qu'on va voir ensemble. Et voilà, c'est l'image qu'on a tous en tête, n'est-ce pas? Le triomphe, Mandela en 1994, au sommet de sa gloire. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce moment, ce n'est pas le début de l'histoire. C'est la ligne d'arrivée d'un marathon qui a duré toute une vie passée à combattre un système inhumain. Pour vraiment saisir qui était cet homme, il faut revenir bien avant la présidence, 30 ans avant cette photo en fait. Lors de son procès, face à une possible condamnation à mort, voilà ce qu'il déclare. C'est là qu'on comprend la détermination absolue qui se cache derrière le sourire. Un engagement total qui allait guider chacun de ses pas. Alors, pour comprendre le symbole, il faut d'abord connaître l'homme, et surtout le système monstrueux auquel il s'est opposé. C'est vraiment là que tout a commencé. Et ça commence littéralement à sa naissance. C'est un détail fascinant, presque une prophétie. Son nom de naissance, Rolilala, ça veut dire celui qui tire les branches d'un arbre. Mais en langage courant, ça se traduit par fauteur de troubles. C'était comme si son destin était déjà un peu tracé, non? Et ce trouble, il va le semer contre un ennemi bien précis, l'apartheid. Attention, il ne s'agissait pas juste de racisme, c'était un système entier, inscrit dans la loi, qui séparait les gens du berceau jusqu'à la tombe. C'est face à cette injustice totale que la colère et la détermination de Mandela vont se construire. Et son ascension dans le mouvement est fulgurante. Il rejoint l'ANC, mais comprend très vite qu'il faut secouer les choses. Et ce qui est super intéressant, c'est que au départ, sa stratégie est purement non violente, un peu à la Gandhi. Voyez, le but c'est de défier le système, oui, mais sans verser une seule goutte de sang. Oui, mais voilà. Que faire quand la non-violence se heurte à un mur de violence? Quand des protestations pacifiques sont accueillies par des balles? Eh bien, la stratégie doit évoluer. Et là, on arrive à un tournant absolument décisif. Et ce tournant, il a un nom, Sharpeville. Imaginez la scène, des manifestants pacifiques, les mains nues, qui se font tirer dessus par la police. C'est un massacre, un choc terrible qui révèle la vraie nature du régime et qui pousse l'ANC, désormais illégale, dans la clandestinité. Là, c'est le point de non-retour. Mandela et ses camarades se retrouvent face à une question terrible. Comment peut-on rester pacifique face à un État qui massacre son propre peuple? La réponse, c'est qu'on ne peut pas. Il faut trouver une autre voie. C'est de là que naît Umkhonto we Sizwe, le fer de lance de la nation, le bras armé de l'ANC, cofondé par Mandela. Mais attention, il faut être très clair, le but n'est pas de déclencher une guerre civile. Leurs propres mots le disent bien. On commence par du sabotage. L'idée, c'est de s'attaquer à l'économie du régime, à ses infrastructures, pas aux civils. Et à ce moment-là, Mandela devient le mouron noir, l'homme le plus recherché du pays. Cette photo, cette simple pièce, elle nous montre bien la vie qu'il menait, une vie de fugitif, dans la clandestinité, à organiser la résistance depuis des planques comme celle-ci, toujours sur le qui-vive. Mais, évidemment, cette vie de fugitif ne pouvait pas durer. En 1962, il est arrêté. Et là, Mandela va payer le prix fort pour ses convictions. Un prix qui ne se compte pas en jours ou en mois, mais en décennies. 27 ans. Prenez une seconde pour y penser. 27 ans. C'est une éternité. Une vie entière volée derrière des barreaux. C'est une durée qui dépasse presque l'entendement. Et la vie, à Robben Island, c'était l'enfer. Un enfer organisé pour briser les hommes. Le travail forcé dans cette carrière de show lui a d'ailleurs abîmé les yeux pour de bon. Et puis cette cellule, minuscule, glaciale. Tout était pensé pour les anéantir psychologiquement. Mais, et c'est là que c'est absolument incroyable, au lieu de se laisser détruire, ils vont faire le contraire. Ils vont transformer ce lieu de torture en ce qu'ils appelaient l'université de Robben Island. Ils s'enseignaient les uns les autres, ils débattaient de politique. C'est un acte de résistance mentale et intellectuelle extraordinaire. La lutte continuait, non plus avec des bombes, mais avec des idées. Pendant ce temps, à l'extérieur, la pression monte, à l'intérieur du pays et à l'international. Après 27 ans, le régime de l'apartheid commence à craquer. Et une porte s'entrouvre, celle des négociations. Des négociations qui vont changer l'Afrique du Sud pour toujours. Et pour mener ces négociations, il y a ces deux hommes. Pensez-y une minute. D'un côté, le prisonnier politique le plus célèbre du monde. De l'autre, le dernier président de l'apartheid. Deux ennemis mortels. Ils ne se font absolument pas confiance, mais ils savent qu'ils sont les seuls à pouvoir empêcher le pays de sombrer dans une guerre civile sanglante. C'est ce pari insensé qui leur vaudra le prix Nobel de la paix. Et puis, ce moment suspendu dans le temps. L'image qui résume tout. Après des décennies de lutte, pour la toute première fois de sa vie, à 75 ans,
Nelson Mandela vote. Et avec lui des millions et des millions de Sud-Africains noirs qui n'avaient jamais eu ce droit. Le long chemin arrivait enfin à son terme. Mais la fin de l'apartheid, ce n'était pas la fin des problèmes, c'était même le début d'un défi peut-être encore plus immense. Comment fait-on pour réunir un pays qui a été si violemment, si profondément déchiré pendant des siècles ? Parce que la liberté sur le papier, c'est une chose, mais il faut qu'elle change la vie des gens concrètement. Donc, le nouveau gouvernement de Mandela se lance dans un chantier titanesque, réparer les injustices. Et ça passe par des choses basiques, construire des maisons, amener l'eau potable, l'électricité, pour des millions de personnes qui n'avaient rien. Mais au-delà des chantiers, il y a les symboles. Et celui-ci, il est particulièrement puissant. Le rugby à l'époque, c'était le sport des Blancs, des Afrikaners, le symbole même de l'oppression pour beaucoup de Noirs. Et que fait Mandela ? Il enfile ce maillot. C'est un geste incroyable. Une façon de dire à la minorité blanche « Vous avez votre place, vous aussi, dans notre nouvelle nation arc-en-ciel ». Et au fond, c'est ça, tout l'héritage de Mandela. C'est cette dualité. D'un côté, on a l'icône, le symbole mondial du pardon, l'idéaliste, et de l'autre, on a le politicien, le pragmatique, qui a dû faire des compromis, parfois très difficiles, pour maintenir son pays à flot et éviter le pire. Et finalement, toute l'histoire de Mandela nous laisse avec cette question, une question qui reste d'actualité. Comment une société fait-elle pour guérir de siècles de haine ? Qu'est-ce qu'un seul leader, même exceptionnel, peut vraiment accomplir pour refermer de telles blessures ? C'est un héritage qui continue de nous interpeller bien au-delà de l'Afrique du Sud.